chacun, dans sa vie quotidienne, du moins, a rencontré cette pathologie, que sont les appendicites aigus. Alors, comme définition, l'appendicite aigu, c'est quoi? Comme son nom l'indique, donc c'est une inflammation aiguë de l'appendice vermiculaire. Alors, c'est quoi l'appendice vermiculaire? C'est un organe lymphoïde, et non pas un viscère, qui est attaché au tube digestif, au niveau du côlon droit. Alors, pourquoi cette pathologie est intéressante à étudier? Tout d'abord parce que c'est une urgence chirurgicale et très fréquente. D'ailleurs, c'est l'urgence chirurgicale et l'intervention chirurgicale la plus pratiquée en urgence. Elle touche l'adulte jeune, entre 20 et 30 ans, mais ça peut aller jusqu'à depuis l'enfant, entre 10 et 30 ans. Le diagnostic a un intérêt important. Pourquoi? Parce qu'il est tellement fréquent qu'il doit être clinique. Pourquoi? Pour ne pas se perdre dans les méandres diagnostiques et des examens complémentaires. Donc tout un chacun doit être capable de suspecter du moins le diagnostic d'appendicite aiguë. Le traitement, est-ce que ça a un intérêt? Le traitement, oui. Pourquoi? Tout d'abord parce qu'il est chirurgical. Et deuxièmement, il n'admet pas de retard. Il n'admet pas de retard. Pourquoi? Sinon, on va évoluer vers les complications. Si l'appendicite aiguë est entre guillemets traitable et bénigne, ces complications sont redoutables et mortelles. Très bien. Alors, un petit rappel anatomique de l'appendice, donc qu'on appelle vermiforme. Pourquoi vermiforme? Parce qu'il ressemble à un ver de terre. Donc, c'est une formation tubulaire borgne. Son calibre est d'environ 8 mm. Alors, quand on dit calibre, c'est à la transection, c'est le diamètre. 8 mm. Pourquoi c'est important de le savoir? Parce que ça sera un élément important pour le diagnostic. D'une longueur moyenne de 8,5 cm, bien sûr, il y a des extrêmes qui vont jusqu'à 20 cm et plus. Comme je vous l'ai dit, c'est un organe lymphoïde qui est agencé sur le bas-fond sécal du côlon, au point de convergence des trois bandelettes longitudinales de ce côlon. Et il est situé environ à 2,5 cm au-dessous de la valvule de Bowen, ou ce qu'on appelle la convergence ilio-sécale. Alors, les vaisseaux sanguins et les lymphatiques qui parviennent à l'appendice, ils le quittent, et ils le quittent où? Vers le méso-appendice. Comme on a dit que c'est un organe lymphoïde, donc toute la région est riche en vascularisation lymphoïde. L'artère appendiculaire est une branche de l'artère ilio-biséco-colique, qui est une branche de la mésentérique supérieure. Et parfois, elle est tributaire de l'artère ovarienne chez la fille. La veine appendiculaire se draine dans la veine mésentérique supérieure à travers l'iliocolique. Alors, voici à peu près une anatomie de l'appendice. Sur le schéma ou la photo opératoire, voici le côlon droit, le sécum, une bandelette longitudinale, et ceci est l'appendice. Pardon. Et ceci est l'appendice. Et ça, c'est l'intestin grêle. À gauche de votre écran, c'est intéressant pour dire que notre appendice, en réalité, si en général il est en position, ce qu'on appelle en position iliaque interne, ici, il a différentes positions, que ce soit postérieure ou en antérieur, en supérieur et en inférieur. Ce schéma est important à comprendre car, comme on va le voir tout de suite, va poser le problème, cette disposition anatomique va poser le problème d'expression clinique de notre appendicite aiguë. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction de la position de notre
appendice vermiculaire par rapport au sécam et par rapport aux organes qui se trouvent au niveau de la fosse iliaque droite. Donc, il peut y avoir une expression clinique particulière. Suivante. Ou comment se fait une appendicite aiguë, c'est-à-dire la physiopathologie. J'ai mis 3 croix à l'obstruction de la lumière appendiculaire. Comme je vous ai dit, l'appendice a une lumière avec une muqueuse. Il est branché directement et cette muqueuse ou cette lumière est branchée directement sur le tube digestif, sur le côlon. Et cette lumière est douée de péristaltisme. Mais c'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac et il se trouve de temps en temps qu'il y ait une obstruction de la lumière appendiculaire. Cette obstruction, qui peut se faire par plusieurs causes, ce qu'on appelle un stercolite. C'est quoi un stercolite? Stercolite, c'est un petit morceau de sel. De sel, parce que si vous vous souvenez de la physiologie de la digestion, les sels qui arrivent au niveau du côlon droit, ce sont des sels liquides, avec des petits bouts de sel à l'intérieur, et le côlon droit a comme rôle d'absorption de liquide et d'eau. Donc l'absorption de liquide se fait au niveau du côlon droit pour que les sels commencent à se solidifier. Donc au niveau du sécam, il y a du liquide avec des petits bouts de sel à l'intérieur. Et il se trouve que, de temps en temps, ce stercolite, ce qu'on appelle un stercolite, qui peut être des sels ou un corps étranger enrobé de sel, va se retrouver dans la lumière de l'appendice qui est doué d'un certain péristaltisme, mais qui n'arrive pas à l'évacuer et va entraîner une obstruction. Les deuxièmes causes, c'est les corps étrangers, c'est-à-dire on a mangé quelque chose qu'on ne peut pas digérer, comme un grain de tomate, un noyau de cerise, etc. Ou alors, une hyperplasie lymphoïde. Cette hyperplasie, c'est quoi? Comme on avait dit que l'appendice vermiculaire est un organe lymphoïde, donc il réagit aux infections par de l'hypertrophie. C'est comme un enfant qui fait une angine. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Les amygdales vont enfler et gonfler. C'est la même chose, donc la muqueuse va gonfler et va entraîner une obstruction. Ou alors, une compression extrinsèque, c'est une cicatrice fibreuse, plutôt intrinsèque, c'est des cicatrices fibreuses qui proviennent de poussées ou de cicatrisation de poussées inflammatoires du côlon et de l'appendice aussi, qui va être à l'origine d'une obstruction. Une cause qui n'est pas rare aussi, surtout chez l'enfant, c'est les parasitoses, les oxyures et les ascaris, qui se retrouvent dans le tube digestif et qui vont s'insinuer dans la lumière de l'appendice. Alors, cette obstruction, physiopathologiquement, qu'est-ce qu'il y aura comme conséquence? Donc, une augmentation de la pression intraluminale. Cette obstruction va entraîner une compression et une diminution de la circulation veineuse et lymphatique, puis artérielle. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Une souffrance de la muqueuse et une translocation microbienne. Si cette compression et cette ischémie persistent, il y aura une gangrène de l'appendice, et bien sûr, qui dit gangrène, ischémie, dit mort et dit perforation. Et là, vous devinez qu'il y aura une communication directe entre le tube digestif et la grande cavité abdominale. Après l'obstruction, nous aurons 2 mécanismes physiopathologiques qui sont très rares, tout simplement par contiguïté, c'est-à-dire qu'il y a un foyer inflammatoire et infectieux à côté, qui soit gynécologique ou autre, et qui va atteindre notre appendice et entraîner son inflammation. Bien sûr, ceci sera noyé, le tableau d'appendicite aiguë sera noyé avec le tableau de la maladie en cause. La voie hématogène, c'est-à-dire tout simplement que le microbe est arrivé par la grande circulation pour arriver jusqu'à l'appendice vermiculaire. Généralement, ce sont des infections respiratoires et des viroses chez l'enfant. Mais retenez que le mécanisme le plus important, c'est l'obstruction de la lumière appendiculaire.
Alors, une fois que notre appendice est malade, qu'est-ce qu'il y aura comme lésion? Ce qu'on appelle l'anatomopathologie. On aura à peu près 5 types de lésions sur notre appendice. Tout d'abord, l'appendicite catarrhale, l'appendicite ulcéreuse et suppurée, l'appendicite phlegmoneuse, l'appendicite abcédée, l'appendicite gangréneuse. Ces différents stades, donc comme vous le devinez, normalement c'est des stades successifs. C'est-à-dire, normalement, la maladie commence par la phase catarrhale, ensuite la suppurée, la phlegmoneuse ou l'abcédée, avant d'arriver à la gangréneuse, c'est-à-dire la gangrène, l'ischémie et la destruction de l'appendice. Mais, retenez à l'esprit, c'est ce qu'on verra tout à l'heure lorsqu'on étudiera l'expression clinique et le tableau clinique, il n'y a pas de rapprochement, il n'y a pas de parallélisme entre les différentes lésions. Donc la première lésion, c'est l'appendicite catarrhale. Macroscopiquement, c'est un appendice qui est œdémacié et hypervasculaire au niveau de la séreuse viscérale. Il faut savoir que macroscopiquement, un appendice sain est un appendice qui est pratiquement plat. Il n'est pas rond, il est plat. Ce n'est qu'une fois qu'il est malade qu'il va commencer à se démacier et devenir, comme nous avons vu sur la photo péropératoire, qu'il devient un peu rond. Microscopiquement, nous avons une inflammation plus ou moins localisée de la muqueuse avec quelques foyers nécrotiques disséminés avec un infiltrat de polynucléaire. Ça vous rappelle quoi ça? Ça rappelle les premières étapes de l'inflammation. Donc à peu près c'est la première étape de la maladie. L'appendicite suppurée, la lumière, on a dit que l'appendice a une lumière, donc la lumière contient du pus, et la séreuse, qui est la partie la plus externe, et la muqueuse, c'est la partie la plus interne. Et la séreuse est recouverte de fausse membrane. Microscopiquement, nous avons des lésions un peu plus évoluées, elles sont plus étendues, avec des amas de nécrose infectés, avec un infiltrat inflammatoire à prédominance de polynucléaire, envahissant pratiquement toute la paroi, alors que la première fois, c'était des petits amas. Cette forme suppurée, si elle doit évoluer, elle va évoluer vers l'appendicite phlegmoneuse. Le phlegmon, c'est quoi? Le phlegmon, c'est par définition, c'est un abcès, c'est une collection qui occupe une partie de tout l'organe. Donc, dans notre cas, c'est l'appendice. Donc, macroscopiquement, c'est l'ensemble de l'appendice qui est atteint. La lumière contient que du pus et la séreuse est toute recouverte de fausses membranes. Les pertes de substances sont diffuses avec une nécrose suppurée, ça c'est les lésions microscopiques, diffuse, transpariétale, avec la quasi-totalité de la séreuse qui est recouverte d'un enduit fibrino-leucocytaire. L'appendicite abcédée, qui est une forme évoluée, macroscopiquement, l'appendice peut avoir un aspect, ce qu'on appelle un bâton de cloche. Le bâton de cloche, c'est ce qui sert à taper la cloche pour produire le son. Et généralement, la suppuration commence par la pointe. Pourquoi? Parce que c'est la partie la moins vascularisée. Ici, la pointe ici, c'est la partie la moins vascularisée parce que c'est une vascularisation de type terminal. Et souvent, bien sûr, là où c'est pas bien vascularisé, c'est là où les vaisseaux, où l'irrigation n'arrive pas, c'est là où les polynucléaires et les macrophages n'arrivent pas. Et la suppuration commence par le bout. Et cette suppuration qui siège au niveau de la pointe, qui va se démacier et donner cet aspect. Parfois, ça ressemble à ce qu'on appelle à une pseudo-tumeur inflammatoire. Microscopiquement, l'appendice est ulcéré, c'est-à-dire toute la muqueuse est ulcérée et suppurée et inflammatoire, avec une paroi infiltrée de micro-abcès. Toute la lumière, il y a de petits abcès disséminés. La phase ultime, la gangrène, qui dit gangrène, bien sûr, c'est ischémie, qui dit ischémie, donc ça veut dire que c'est la mort. Macroscopiquement, l'appendice a un aspect verdâtre avec des plages de nécrose, c'est-à-dire noires. Ces plages noires, c'est de l'ischémie et de la gangrène, donc qui vont mener, bien sûr, dans un temps plus ou moins variable, à la perforation.
Donc, si l'évolution a été rapide, celle-ci va se produire en péritoine libre et la grande cavité qui va contenir du plus fluide. On aura des signes de péritonite aiguë. Microscopiquement, donc c'est une forme hémorragique et nécrosante de toute la paroi appendiculaire qui est ischémiée, donc est détruite avec une réaction inflammatoire peu importante et des thromboses vasculaires. Donc la thrombose vasculaire, c'est elle qui va dire que voilà, cette zone est ischémiée, gangrénée, donc morte. Il n'y aura pas beaucoup de réactions inflammatoires. C'est une forme de guérison, mais guérison par la mort. Alors, donc, si on doit rappeler, donc, ce sont des lésions que vous voyez sont multiples. On a plusieurs étapes. Et le problème, c'est que ce que vous voyez en rouge, on dit que classiquement, on dit qu'il y a absence de parallélisme anatomoclinique. C'est quoi absence de parallélisme anatomoclinique? Donc, lorsqu'on a vu que la première phase pathologique est l'appendicite catarrhale, ça ne veut pas dire que l'appendicite catarrhale, cliniquement, elle sera moins expressive, il y aura moins de signes. Ou alors, l'appendice gangréneuse, il y aura plus de signes. Donc, la clinique ne prédit en rien de la lésion anatomique de l'appendice. C'est-à-dire, de temps en temps, un patient qui se plaint d'une douleur simplement, un tableau clinique plus ou moins léger, et on aura une lésion appendiculaire, histologique et macroscopique très évoluée. Donc, j'ai commencé par dire que les aspects cliniques de l'appendicite aiguë sont multiples, et ceci est très important. Il n'y a pas de tableau clinique type, il existe, mais plusieurs variantes existent aussi, qu'il faut connaître. Alors, ce tableau clinique, il est fonction d'association de plusieurs facteurs. Comme nous avons vu sur le schéma anatomique, c'est la situation anatomique de l'appendice. C'est-à-dire l'appendice, il est situé où par rapport au cécum et situé où par rapport aux organes et en contact de quels organes qui sont au niveau de la fosse iliaque droite. Cette clinique dépend aussi du terrain sur lequel elle survient, c'est-à-dire une femme enceinte, un immunodéprimé, ou alors selon l'âge, le sujet âgé, l'enfant, l'adulte jeune, et le stade de la maladie, c'est-à-dire la durée d'évolution de l'appendicite aiguë va prédire du tableau clinique. Pourquoi nous avons dit que c'était une urgence chirurgicale? C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de temps. C'est-à-dire l'évolution dans le temps ne peut se faire que vers la complication. Et les complications ne peuvent se faire que vers la mort. Et le tableau clinique dépend aussi, bien sûr, de la forme anatomo-pathologique. Alors, sur le plan clinique, plusieurs signes peuvent se manifester. Donc, j'ai mis quelques signes, des signes cliniques et quelques signes biologiques. Alors, j'ai mis en rouge les éléments les plus importants. Les plus importants qui vont faire partie du trépied diagnostique clinique de l'appendicite aiguë. Historiquement et classiquement, on dit que normalement, une appendicite aiguë est de diagnostic clinique. Sur quoi ce diagnostic clinique repose? Sur certains signes et sur d'autres. Donc, la douleur de la fosse iliaque droite est présente à 100% des cas. On ne peut pas avoir d'appendicite aiguë sans douleur. Si le malade n'a pas de douleur, il ne viendra pas consulter. Donc, cette douleur est présente dans 100% des cas. Nous avons des nausées, des vomissements, une anorexie. Parfois, cette douleur, comme j'ai mis ici, elle est dans la moitié des cas d'abord périombilicale, voire au niveau épigastrique, avant de se localiser au niveau de la fosse iliaque droite. Pourquoi? Parce qu'il y a des connexions entre le plexus cœliaque, qui est le gros plexus de l'abdomen, le plus dominant, et le plexus mésentérique supérieur. Comme le plexus cœliaque est le plus important, c'est lui qui va détecter en premier la douleur avant qu'elle ne se localise secondairement au niveau de la fosse iliaque droite. Nous avons quelques signes, des manœuvres et des signes physiques. Un des éléments importants, c'est la défense de la fosse iliaque droite. Même si elle est rare, elle est hautement pathologique. La défense, c'est un signe pathologique. On ne peut pas avoir de défense. S'il y a une défense,
c'est-à-dire il y a une irritation péritonéale, donc il y a une inflammation du péritoine pariétal. La température est supérieure à 37,5 et inférieure à 38,5. Pourquoi? Parce que à l'étape diagnostique, c'est ce qu'on appelle entre guillemets un fébricule. Au-delà de 38,5, il faut craindre une complication. Les leucocytes peuvent être supérieurs à 100 000 et surtout la CRP. La CRP qui est un excellent élément et témoin de l'inflammation qui est très important pour le diagnostic de l'inflammation. Donc, c'est voilà l'expression clinique qu'on doit rechercher pour poser notre diagnostic d'appendicite aiguë. Alors, le type de description le plus classique, c'est ce type de description que normalement qui ne doit pas échapper à l'ensemble des médecins. C'est-à-dire, c'est une affection qui est très fréquente dans la société et vous devez être capable de poser le diagnostic, au moins le suspecter. La forme la plus typique, c'est celle d'un jeune entre 20 et 30 ans qui présente les signes suivants. Donc, la douleur de la fosse droite. Alors, je m'explique. Une douleur de la fosse droite n'est pas égale à appendicite aiguë. Elle a des caractères sémiologiques particuliers qui doivent être connus. Parce qu'on a l'habitude de dire, voilà, on a une douleur de la fosse droite égale appendicite. Non. Donc, cette douleur de la fosse droite, il faut connaître ses caractères sémiologiques. Nous l'avons vu que dans 100% des cas, une appendicite aiguë se manifeste par une douleur. Elle est aiguë. Le terme aigu n'est pas mis par hasard. Aigu, ça veut dire, c'est pas que ça commence comme ça de façon brutale. Aigu, ça veut dire que c'est pas chronique. Ça veut dire que le patient, si tu l'interroges, c'est un patient qui va te dire, docteur, je ne connais pas cette douleur. Je l'ai jamais eue. Même s'il l'a eue, c'est une douleur qui est éphémère, qui est très rapide à disparaître. Parce que, comme on l'a dit, l'appendicite aiguë ne peut pas disparaître, ne peut pas guérir. Elle ne peut que compliquer. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, elle débute parfois au niveau de l'épigastre ou péri-ombilical avant de se fixer en fosse iliaque droite. Donc, ceci est très important. Si le malade te donne ces indications, hop, il faut réfléchir il faut penser à l'appendicite aiguë. Le début est progressif, qui commence par des paroxysmes, surtout en rapport avec les mouvements. Ce sont des malades qui, dès qu'ils bougent, la douleur s'accélère. Donc, c'est des malades qui ne bougent pas beaucoup. Ensuite, cette douleur va devenir continue, à type de spasme et d'intensité modérée. Il faut savoir que la douleur de l'appendicite n'est pas une douleur très intense. Si un malade consulte, il commence à crier, à se tordre de douleur, probablement ce n'est pas une appendicite aiguë. Si c'est une femme, c'est probablement une torsion d'annexe. Si c'est un homme, probablement c'est une colique néphrétique. Ce sont les deux douleurs qui donnent des douleurs d'intensité très importante. Il y a des signes digestifs qui sont associés à cette douleur que le malade peut rapporter, nausées, vomissements, arrêt des gaz. Arrêt des gaz, oui. Pourquoi? Parce que l'arrêt des gaz, c'est une irritation du péritoine, cette fois-ci viscérale, qui va entraîner un iléus. Comme l'appendice peut être en contact avec la dernière anse iléale et la séreuse, donc il va lui transmettre son inflammation, il va l'inflammer et l'intestin grêle va réagir par un iléus fonctionnel. La constipation, dans le contexte assez rapide de la maladie, entre guillemets rapide, c'est-à-dire aiguë, on ne peut pas dire quand même que la constipation, pour parler de constipation, il faut que c'est un arrêt des selles chez un patient qui était réglé. Donc une constipation n'est pas un signe important à interpréter. C'est pour ça que j'ai mis que ces signes sont souvent associés mais manquent de sensibilité et de spécificité. La température est un élément important. Elle peut être associée d'emblée à la douleur et elle se situe autour de 38. C'est 38 degrés Celsius, pas plus. Si elle est supérieure, il faut craindre une complication. Alors, cela, c'est les signes fonctionnels et le signe général qui est la température. Votre examen physique est primordial. L'examen physique,
Donc, tout d'abord, à l'inspection, vous allez vérifier qu'il n'y a pas de cicatrice au niveau de la fosse iliaque droite. S'il y a une cicatrice, ce qu'on appelle une cicatrice de McBurney, ça veut dire que le patient a déjà été appendicectomisé. Et surtout, vous allez trouver un patient qui a des positions ontalgiques. Déjà, c'est un patient qui est un patient qui a peur de se faire toucher. Donc, il va essayer de vous bloquer votre main et de ne pas se faire toucher. Sinon, comme ça, de façon spontanée, il a un fond douloureux d'intensité minime, mais qui ne le fait pas très souffrir. C'est au moment de bouger et de se faire toucher que ça déclenche une douleur importante. La palpation retrouve un signe pathologique, qui est la défense pariétale de la fosse iliaque droite. C'est quoi? C'est une contraction musculaire involontaire secondaire à la palpation, et ici une irritation péritonéale. C'est un signe qui est sensible, mais pas spécifique. Sensible, ça veut dire quoi? La sensibilité, c'est la capacité qu'a un examen de poser le diagnostic. Et la spécificité, c'est-à-dire l'absence de ce signe, à éliminer l'appendicite aiguë. C'est-à-dire quand vous avez une défense pariétale, c'est probablement une irritation de la séreuse pariétale et probablement une appendicite aiguë dans le contexte, bien sûr. Mais l'absence de défense n'élimine pas une appendicite aiguë. Comme nous avons vu la douleur spontanée, c'est-à-dire que le malade rapporte, il y a les douleurs provoquées. Ces douleurs provoquées par quoi? Sont provoquées par la palpation. Certains signes sont importants à connaître, surtout le plus connu, c'est le signe de McBurney, qui c'est au niveau de la fosse iliaque droite, c'est la palpation du point de McBurney, qui va déclencher une douleur profonde. Le Rovsing, c'est la décompression. Le Bloomberg, c'est la décompression au niveau de la fosse iliaque gauche, qui va entraîner une douleur au niveau de la fosse iliaque droite. Pourquoi? Parce qu'il y a une transmission d'onde vers en intra-abdominal qui va déclencher cette douleur. Le toucher rectal, c'est quoi le cri de Douglas, qu'on appelle Douglas? Alors, le toucher rectal permet un accès direct au repli péritonéal le plus inférieur et postérieur, qui est le cul-de-sac de Douglas. Le cul-de-sac de Douglas, c'est quoi? C'est du péritoine pariétal qui va tapisser le fond du pelvis au niveau du rectum, la moitié du rectum moyen, c'est du péritoine, et donc l'inflammation de ce péritoine au toucher rectal sur la face droite du rectum va déclencher une douleur. Donc si on doit récapituler, donc la forme typique, c'est un jeune de 20 à 30 ans qui se plaint depuis 24-48 heures maximum d'une douleur de la fosse iliaque droite, peu intense, qui n'irradie pas, qui a peut-être commencé au niveau périombilical ou épigastrique, qui s'est localisé secondairement à la fosse iliaque droite, un peu de nausée, peut-être un vomissement, une anorexie, mais qui présente une température entre 38 et 38,5 et une défense pariétale. Si vous avez ce tableau, douleur de type appendiculaire, défense pariétale de la fosse iliaque droite et température entre 35,5 et 38,5, c'est une appendicite aiguë très probable. Alors, les examens complémentaires, l'hyperleucocytose. L'hyperleucocytose qui est témoin de l'infection et de l'inflammation. Souvent, le leucocytose est supérieur à 10 000, voire qui sera en moyenne à 12 000. Bien sûr, à prédominance polynucléaire neutrophile. Cette biologie, cette formule, on doit l'associer à un élément important de l'inflammation qui est la CRP, qui est très spécifique mais peu sensible. C'est le contraire de la défense pariétale, c'est-à-dire en cas de CRP négative, c'est ça la spécificité. En cas de CRP négative, c'est probablement pas une appendicite aiguë. Elle a une mauvaise sensibilité, c'est-à-dire une CRP positive, ça ne veut pas dire que c'est une appendicite aiguë. Il faut l'associer à la leucocytose et à la biologie, et à la clinique, pardon. Les bêta-ACG, on les demande dans le cadre chez la fille pour éliminer
une grossesse. Et ça peut faire partie, comme on le verra tout à l'heure, des diagnostics différentiels. On peut s'aider d'un ECBU et d'un LabStix des urines pour voir le profil infectieux des urines. Toujours dans les examens radiologiques, nous allons vers des examens assez performants et assez objectifs. Alors, l'abdomen sans préparation. Pendant un certain temps passé, il avait sa place dans le diagnostic, c'est-à-dire il y a quelques signes qu'on peut avoir, même s'ils sont très rares et difficiles à interpréter. C'est voir un stercolite au niveau de la fosse iliaque droite, mais ce stercolite doit être radio-opaque. Sinon, un niveau hydroaérique au niveau de la fosse droite, c'est ce qu'on appelle l'anse sentinelle. Cette anse sentinelle, c'est quoi? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est l'inflammation qui atteint la dernière anse iléale, qui est paralysée, et on a un niveau aérique ou hydroaérique au niveau de la fosse iliaque droite. Mais c'est un examen qui manque de spécificité et qu'on pratiquement on ne le demande plus. Le maître examen, qui a bouleversé, entre guillemets, la prise en charge et le diagnostic d'appendicite aiguë, c'est l'échographie abdominale et spécifiquement appendiculaire. Cette échographie abdominale a pris son importance par l'évolution du matériel. L'évolution du matériel est descendue à haute fréquence. Donc l'avantage, c'est qu'il n'est pas invasif, il n'est pas très coûteux et il est présent pratiquement dans toutes les structures de santé, que ce soit publiques ou privées. Elle peut être transpariétale, odorectale, voire endovaginale. Donc, cette échographie permet d'examiner même les différentes couches de la paroi appendiculaire et surtout, un des signes importants, c'est la dilatation, comme je vous ai dit tout à l'heure, la dilatation de la lumière appendiculaire. Et là, on a le chiffre entre 6 et 8, à partir de 6 à 8 mm de diamètre. C'est une augmentation de la lumière appendiculaire et probablement elle est malade. Donc c'est un signe important. Elle permet essentiellement son importance aussi dans l'examen différentiel, surtout chez la femme, où elle permet de voir les éléments utéro et annexiels, les pathologies latérales, ce qu'on appelle la pathologie latéro-utérine droite chez la femme. Et ça va nous permettre de poser le diagnostic différentiel et de suspecter aussi les maladies inflammatoires du cécum et du carrefour iliocécal. Le scanner abdominopelvien, tout d'abord, on doit dire que c'est l'examen de référence. J'aurais dû mettre 3 croix. C'est l'examen le plus performant, que ce soit en sensibilité ou en spécificité en matière d'appendicite aiguë et de maladies du carrefour iliocécal. L'inconvénient par rapport à l'échographie, c'est qu'il n'est pas disponible, il n'est pas accessible, il est plus cher et surtout un peu plus invasif puisqu'on est obligé normalement d'injecter un produit de contraste pour analyser ces données radiologiques. Donc il est performant. Pourquoi? Pour le diagnostic et surtout pour le diagnostic des formes compliquées, que ce soit les perforations, les abcès, les plastrons. Donc les signes radiologiques, c'est pratiquement les mêmes que l'échographie, mais elles sont plus spécifiques et moins opérateurs dépendants. Alors, là, on a décrit les formes typiques, la forme typique clinique et les examens complémentaires nécessaires. Donc, si on doit récapituler, pour la biologie, nous avons la forme de numération sanguine, c'est les globules blancs, une hyperleucocytose supérieure à 10 000, inférieure à 16 000, au-delà de 16 000, craindre une complication. La CRP, positive, c'est important, elle participe au diagnostic, mais négative n'élimine pas le diagnostic. Les examens complémentaires radiologiques, l'échographie et la TDM, c'est un vrai plus pour le diagnostic et c'est ces deux examens, essentiellement le scanner qui est en train d'éliminer
les fausses appendicites aiguës. À côté de cette forme typique, hélas, je dis bien hélas, pourquoi? Parce que maintenant les problèmes commencent. C'est-à-dire là où c'était facile, c'était typique cliniquement, douleur de la fosse iliaque droite de type appendiculaire, température, défense, là c'est facile. Chez un jeune de 20 ans, 25 ans, 30 ans, 18 ans, 17 ans, c'est plus ou moins facile, sans antécédent, une histoire récente, parce que c'est important de savoir l'histoire. C'est important de dire aux patients, est-ce que vous avez, si vous dites j'ai déjà cette douleur depuis 2 mois, 1 mois, tac, il faut là suspecter quelque chose d'autre, parce qu'il n'y a pas d'appendicite chronique, c'est une appendicite aiguë. Le problème, c'est maintenant les formes cliniques. Ces formes cliniques dépendent de plusieurs facteurs. Comme nous avons vu, premier facteur, c'est les formes topographiques, c'est-à-dire votre appendice. Il n'est plus en situation iliaque interne, il est par exemple, comme nous l'avons vu sur le premier schéma, rétrocécal. Rétrocécal, ça veut dire qu'il est postérieur, qu'il est derrière le sécum et en avant du muscle psoas iliaque. Donc, cette inflammation de l'appendice va entraîner une douleur qui n'est plus une douleur antérieure, mais une douleur que le malade te dit c'est une douleur postérieure. Et voire même un psoïtis. C'est quoi un psoïtis? Il est dû à l'inflammation du muscle psoas et le patient va venir avec une position antalgique qui est la flexion de la cuisse, de la jambe sur la cuisse et la cuisse sur l'abdomen. C'est la position antalgique. Et quand on va essayer de mettre en extension son membre inférieur, ça va déclencher une douleur. Là, dans ces formes, importance de l'échographie et surtout de la TDM. Vous allez voir que dans les formes cliniques, les formes particulières, les examens complémentaires, que ce soit suspectés cliniquement, l'échographie et surtout le scanner ramènent une aide précieuse au diagnostic. L'appendicite mésocéliaque, c'est ce qu'on appelle la classique occlusion, tableau d'occlusion intestinale aiguë fébrile. Occlusion intestinale d'emblée fébrile. Mésocéliaque, ça veut dire quoi? L'appendice est au niveau des anses intestinales, c'est-à-dire il va aller vers la région cœliaque. Donc il est noyé au niveau des anses intestinales. Comme je vous l'ai dit, la séreuse grélique est très sensible et elle réagit à l'inflammation par un ileus fonctionnel, c'est-à-dire une occlusion, une paralysie. On aura comme tableau clinique un arrêt des matières et des gaz précoce, une distension abdominale centrale, à l'ASP des niveaux aériques, hydroaériques de type grélique sont trop, plus large que haut, et là aussi l'importance de la TDM pour le diagnostic. L'appendicite pelvienne, comme son nom l'indique, l'appendice va vers le pelvis et les organes internes génitaux chez la femme et chez l'homme la vessie. Donc, ça va simuler une salpingite ou un fragment du ligament large. Donc, chez les deux, ou alors une diverticulite sigmoïdienne. Donc, la première, c'était chez la femme, et la deuxième, c'est chez la femme et l'homme. En cas ça simule une diverticulite sigmoïdienne et des affections urinaires. La douleur, topographiquement, elle est plutôt hypogastrique, et le toucher rectal déclenche une douleur très vive. Là aussi, importance de l'échographie et de la TDM pour le diagnostic de certitude. Alors, toujours dans les formes topographiques, en cas d'appendicite sous-hépatique, cette fois-ci, la douleur se situe au niveau de l'hypocondre droit et elle peut simuler une cholécystite aiguë. Aussi ici, l'importance des examens complémentaires, scanner, échographie. Un cas particulier d'appendicite hernière, chez un patient qui a une hernie inguinale droite, l'appendice peut être contenu dans le sac hernière et va simuler, en cas d'inflammation, un étranglement hernière et c'est l'intervention chirurgicale qui trouver cet appendice au niveau du sac hernière et bien sûr, il faut le réséquer et traiter la hernie. Pensez à l'appendicite à gauche, c'est-à-dire en cas de situs inversus, où l'ensemble des signes cliniques sont situés au niveau de la fosse iliaque gauche. Donc, généralement, soit le diagnostic qui est déjà connu, le patient sait qu'il a un situs inversus, ou alors, dès qu'on verra, on fera une échographie ou un ASP, on suspectera ce situs inversus. Selon le terrain, chez le nourrisson, il faut toujours
évoquer l'appendicite aiguë devant des signes ou un tableau de gastro-entérite. Ce sont des nourrissons, comme j'ai dit, l'appendice est un organe lymphoïde, et les nourrissons et les enfants ont des organes lymphoïdes très développés. Ces organes lymphoïdes diminuent avec l'âge. C'est une pathologie du jeune. Donc, chez le nourrisson, quelles que soient les affections, qu'elles soient ORL, pulmonaires ou gastriques, va entraîner des douleurs au niveau de la fosse droite par une hypertrophie de l'appendice vermiculaire. Et là, importance chez les nourrissons, puisque le diagnostic et l'examen est difficile, interrogatoire, l'échographie abdominale a une importance importante, très capitale. Chez l'enfant, c'est-à-dire 2 ans, 3 ans et plus, en cas, on peut avoir un tableau typique, mais souvent un tableau d'entérocolite, de gastro-entérite. Donc, il faut poser le diagnostic différentiel avec les adénites mésentériques, c'est la même chose, c'est une inflammation des ganglions en réaction à une inflammation qui peut être à distance, ou alors chez la femme, et surtout la fille en période prépubertaire, une origine ovarienne. Les filles en période prépubertaire font souvent des kystes hémorragiques, et des douleurs ovariennes, mais comme chez elle, donc on va penser à une appendicite aiguë parce qu'elle n'a pas, c'est la première fois qu'elle ressent cette douleur. Ici, importance chez l'enfant des examens complémentaires, et là, les examens complémentaires vont diminuer ce qu'on appelle les appendicectomies inutiles ou les laparotomies blanches. Alors, chez les personnes âgées, on a vu les deux contrastes chez l'enfant. Maintenant, les personnes âgées, souvent les personnes âgées, diabétiques, artériopathes, n'ont pas de douleur, ne ressentent pas beaucoup de douleur, et véritablement, ce syndrome douloureux est très minime, voire absent. C'est pour ça que ces tableaux évoluent rapidement vers les complications telles que la péritonite, l'abcès et le plastron. Forme selon le terrain, la femme enceinte est un cas particulier. Si au cours du premier trimestre, bien sûr, l'utérus gravide n'a pas encore atteint un volume important, c'est le même tableau clinique que chez les autres. Par contre, au deuxième et troisième trimestre, peut simuler une cholécystite ou une pyélonéphrite. Là aussi, importance de l'échographie, de la TDM. Bien sûr, la TDM, il faut l'utiliser avec parcimonie, parce que c'est des rayons X. On la réserve que dans des cas particuliers. Sinon, l'échographie est apte à poser le diagnostic. Comme on a vu les formes selon le terrain, selon l'âge, nous avons les formes évolutives. Il faut savoir une chose, que l'appendicite aiguë évolue exceptionnellement vers la guérison. C'est-à-dire, tu fais une appendicite aiguë, on ne fait rien, le malade guérit. C'est exceptionnel. L'appendicite aiguë ne peut que compliquer. Et l'évolution naturelle se fait vers les complications. Ces complications sont multiples. Tout d'abord, le plastron appendiculaire. C'est quoi le plastron appendiculaire? C'est un magma viscéral inflammatoire qui s'organise par agglutination des anses grêles et de l'épiplan autour de l'appendice vermiculaire qui est inflammé. Cliniquement, après un tableau d'appendicite aiguë, plus ou moins complet, non diagnostiqué, voire même traité par des antidouleurs et des antibiotiques. Le tableau clinique s'atténue, mais ne disparaît pas complètement. Et à l'occasion d'un examen clinique, on retrouve une masse palpable et un peu de douleur au niveau de la fosse iliaque droite. Ça veut dire quoi? C'est un patient qui a fait une appendicite aiguë, qui a été examiné par un médecin, ou alors il s'est auto-médiqué. On l'examine, on suspecte une gastro-entérite ou autre chose, on donne un antidouleur et on donne des antibiotiques. Le patient se sent mieux, mais quelques jours après, 4, 5 jours, 6 jours après, il n'est pas entièrement guéri. Et là, il te dit, docteur, j'ai une masse au niveau de la fosse iliaque droite, là où j'avais mal et où j'ai toujours un peu mal. Et là, c'est ça le plastron appendiculaire. Alors, ce plastron appendiculaire, il peut évoluer vers la régression, comme toute chose,
ou alors se surinfecter et donner un abcès, ou alors se rompre et donner une péritonite. L'abcès appendiculaire, là c'est souvent une appendicite aiguë négligée qui a mal évolué et où le tableau clinique se complète par des signes méchants, des signes infectieux méchants. La diarrhée par irritation péritonéale viscérale, la température qui est à 39-40 degrés, les globules blancs, l'hyperleucocytose, elle est au sommet avec 20 000, voire jusqu'à 30 000 éléments. Et l'échographie et la TDM retrouvent cette fois-ci une collection liquidienne avec en son sein un appendice pathologique, voire perforé. Toujours dans les formes évolutives, la péritonite aiguë. Une appendicite aiguë qui n'est pas traitée va évoluer vers la complication. Si ce n'est pas le plastron, qu'on appelle aussi péritonite plastique, vers l'abcès, ou encore vers la péritonite aiguë généralisée. Dans ces péritonites, nous avons ce qu'on appelle les péritonites en un temps. C'est-à-dire que la péritonite apparaît progressivement sur un tableau d'appendicite aiguë. La crise initiale, il est toujours en crise. Au bout de 3-4 jours, le malade n'a pas été opéré. Nous avons installation d'un tableau avec arrêt des matières et des gaz, un pouls rapide, la température à 40 degrés. La palpation retrouve maintenant une douleur qui est diffuse à tout l'abdomen, qui n'est plus localisé à la fosse iliaque droite. Installation d'une contracture pariétale cette fois-ci. Et vous savez tous que la contracture pariétale est un signe pathognomonique et sensible de la péritonite aiguë. Le toucher rectal est très douloureux. En un seul temps, nous avons une péritonite en deux temps. Le premier temps, c'est un abcès appendiculaire. Le patient fait un abcès appendiculaire. La même chose, il n'est pas traité, il n'est pas diagnostiqué. Donc, il évolue pendant un certain temps. Hop, le deuxième temps, c'est la rupture de cet abcès dans la grande cavité péritonéale et qui va donner une péritonite aiguë généralisée, ce qu'on appelle les péritonites en deux temps. La péritonite en trois temps, c'est le patient fait une appendicite aiguë parce qu'on compte dans le temps, on ne compte pas l'appendicite aiguë. C'est la complication après l'appendicite aiguë. Donc, péritonite aiguë, en trois temps, il fait son appendicite aiguë. Le premier temps, c'est la péritonite plastique, qui est le plastron appendiculaire. Le deuxième temps, ce plastron se complique de suppuration, il est abcédé. Le troisième temps, c'est la rupture de cet abcès qui va donner une péritonite aiguë généralisée. Donc, vous allez trouver dans certains cours ces péritonites en un temps, deux temps et trois temps. Je vous les ai mis, c'est juste pour comprendre cette histoire, un temps, deux temps et trois temps. Alors, nous avons vu le diagnostic, que ce soit dans la forme typique et les formes cliniques atypiques. Donc, le diagnostic différentiel. Le problème, c'est que l'appendice, il n'est pas seul au niveau de la fosse iliaque droite. Il y a une multitude d'organes qui peuvent être malades eux aussi et qui se manifestent par une douleur, essentiellement la douleur. Parce que vous allez voir dans toute la mémoire et tous les esprits de tous les médecins, douleur de la fosse iliaque droite égale appendicite aiguë. C'est très très bien. C'est très très bien de penser à l'appendicite aiguë, mais pas que cela. Pourquoi penser à l'appendicite aiguë? Parce que c'est une maladie qui est grave et qui peut tuer. Donc, dans la forme typique, là j'ai mis un petit organigramme que vous trouverez dans les bouquins. Donc, dans la forme typique, l'adénolymphite mésentérique, ce qu'on a dit, c'est qu'on voit surtout chez les jeunes moins de 20 ans, une poussée de maladie de Crohn-Dersuage, un cancer du sécom abcédé, surtout chez le sujet âgé, une diverticulite de Meckel. Alors, c'est quoi le diverticule de Meckel? C'est un vestige embryonnaire qui est localisé à peu près à 1,20 m de la valvule iliocécale, qui est la persistance du canal omphalo-mésentérique, qui peut être siège d'inflammation et simuler une appendicite aiguë, mais en position péri-ombilicale, un ulcère gastro-duodénal perforé ou hyperalgique,
La tuberculose, idiopathique, lui, ça peut poser un diagnostic différentiel difficile, surtout en phase d'urgence, le soir, mais le scanner redresse le diagnostic. Les parasitoses, l'invagination intestinale aiguë, surtout chez le nourrisson. Pelvienne, là c'est un gros chapitre. Toutes les maladies inflammatoires, latéro-utérine droite, salpingite, pyosalpinx, oui, ces deux pathologies sont difficilement différenciées de l'appendicite aiguë chez la femme en période de fertilité, en période génitale et d'ovulation. Donc le reste, torsion, kyste de l'ovaire, c'est plutôt un tableau algique. La cystite, les signes sont plutôt hypogastreux, avec une histoire quand même qui est plus longue. La GU, pas la rupture, hein, la grossesse extra-utérine, pas au moment de la rupture. La grossesse extra-utérine, donc, donne une douleur au niveau de la fosse iliaque droite qui dure, sans syndrome inflammatoire et infectieux au début, mais c'est une douleur qui est quand même, qui dure un peu dans le temps, et surtout, c'est la patiente qui présente un retard de règles. La diverticulite sigmoïdienne, qui se voit de plus en plus, il faut penser. Mais kiff, la même chose, le diagnostic ou le tableau clinique est plus lent. Rétrocécal, on est en haut, c'est un tableau de rénal, avec pyélonéphrite, colique néphritique et hydronéphrose. Mésocéliaque, c'est la fameuse occlusion intestinale aiguë fébrile. La diverticulite de Meckel que nous avons eu comme dans les formes typiques, c'est la même chose, mais surtout la douleur qui est au niveau péri-ombilical et hypogastrique. Hernière, c'est l'étranglement hernière sur appendice incarcéré dans le sac hernière. En sous-hépatique, c'est surtout la cholécystite aiguë. On peut dire pour ce diagnostic différentiel, même s'il est suspecté cliniquement, les examens complémentaires essentiellement et surtout le scanner et l'échographie qui ont une importance capitale pour le diagnostic. On va aborder le traitement rapidement, sans entrer dans les grands détails. Les buts de notre traitement est d'enlever l'appendice et de traiter ses complications. Les moyens, c'est médicaux, les antibiotiques, les antalgiques, les antipyrétiques. Alors, ce sont des moyens, on ne va pas donner des antibiotiques pour traiter l'appendicite, mais surtout pour préparer le patient à l'intervention chirurgicale, parce que le traitement est chirurgical, comme nous avons dit au début, et uniquement chirurgical. Je n'ai pas voulu aborder certains essais qui traitent médicalement les appendicites aigus. Ça a été fait. Certains ont eu de bons résultats à court terme, mais beaucoup de récidives en une année. C'est-à-dire, tu fais une appendicite aiguë diagnostiquée, jugée simple, on traite médicalement, et il sort au bout d'une semaine, 10 jours, tout est bon. Dans la même année, ce patient, pratiquement 33% des patients vont refaire une appendicite aiguë. Et 20% des patients peuvent passer à la complication. Les moyens chirurgicaux voient d'abord la laparotomie élective, ce qu'on appelle le McBurney, ou alors la laparotomie médiane ou la laparoscopie. On enlève l'appendice et on draine une collection si elle existe. Les indications, appendicite simple, son traitement c'est une appendicectomie par incision de McBurney ou par laparoscopie. Un abcès ou une péritonite appendiculaire, l'appendicectomie doit être faite parce que c'est la cause, on doit enlever la cause par laparotomie médiane sous-ombilicale ou homéoscopie. On fait un prélèvement de pus, on donne une antibiothérapie de 10 jours, adaptée bien sûr après les résultats de la bactériologie. Le plastron appendiculaire, qui est une entité particulière, comme tout est inflammé, on ne peut pas aller opérer parce que toutes les anses, que ce soit le grêle, le grand épiplomb et le côlon, sont collés les uns aux autres avec de l'inflammation. On risque de faire beaucoup de traumatismes et de plaies de ces viscères. Donc, on donne d'abord un traitement médical, antalgique, anti-inflammatoire pendant 5 jours, voire 7 jours, une antibiothérapie adaptée, voire double, même pour les anaérobies pendant 21 jours, surveillance médicale
jusqu'à disparition de la masse au niveau de la fosse droite et on programme une appendicectomie après 3 mois. Les complications post-opératoires précoces, en noir, ce sont les inhérentes à toutes les chirurgies, vous les trouvez dans les chirurgies. Par contre, pour les appendicectomies, on peut avoir un abcès, des péritonite et des fistules intestinales. Tardive, j'ai mis en rouge la stérilité chez la femme. C'est important parce que chez la fille, la petite fille, on a dit que le diagnostic est difficile. C'est pour ça qu'il faut utiliser les examens complémentaires parce que les péritonites appendiculaires entraînent souvent des stérilités chez la femme. Pourquoi? Parce qu'il y aura un pelvis qui sera bridé. Il y aura beaucoup de brides et ça va entraîner des stérilités à l'âge adulte. En conclusion, donc on peut dire que sur l'appendicite aiguë, elle est très fréquente, l'étiologie varie, elle est grave car si elle n'est pas prise en charge à temps, elle peut entraîner des complications. Le diagnostic, il est surtout clinique, mais l'imagerie, le scanner, surtout le scanner, permet de confirmer et d'infirmer certains diagnostics douteux. Le traitement de référence, il reste chirurgical. Donc, j'ai terminé ma présentation, il est 15h20.